Lacan, nous et le réel, 25e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors là, nous revenons un peu sur la dernière séance, c'est-à-dire la 24e séance, parce que cette séance consacrée à l'arête rompu, c'est-à-dire l'impossible auquel est tenu chaque discours, qui lui confine son éthique, a suscité beaucoup de questions. Et donc, je vais essayer de répondre à quelques questions concernant ces discours, la structure et l'impossible, le réel, le symbolique, l'imaginaire, qui sont contenus déjà dans ces possibilités offertes par la mathématisation de Lacan des discours. Pour Lacan, dans chaque discours, chaque discours offre quand même une possibilité de faire lien social. Oui. Voilà. Donc, quelle est la spécificité peut-être du lien social dans chaque discours? Alors d'abord, ce qui est primordial d'aborder, c'est que c'est parce qu'il y a un impossible pour chaque discours, on l'a vu la dernière fois, c'est l'arête rompue, c'est-à-dire l'impossibilité de revenir de la place en bas à droite à la place en bas à gauche. Cet impossible-là, qui est un impossible retour aux origines, une fois que quelque chose est enclenché, que le temps est mis en marche, on ne peut pas revenir à avant que le temps se soit enclenché. Donc là, en fait, c'est le temps, tout simplement, de la castration. D'ailleurs, le temps et la castration, ça apparaît un peu comme la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le temps, on ne peut pas revenir à comment c'était avant que le temps commence. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible, de l'inéluctable même. Et donc, c'est parce qu'il y a cet impossible dans chacun des discours qu'il y a une éthique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Parce que le paradoxe, c'est que c'est à partir de la prise en compte d'un impossible que peuvent se structurer tous les possibles. Parce que l'impossible est un impossible logique. C'est-à-dire que, par exemple, de la même manière que toute existence présuppose une exclusion, pour qu'il y ait les possibles, les potentialités, ça repose sur un impossible. Donc il y a quelque chose qui est impossible. Et là, évidemment, l'impossible, dans le réel, c'est de remonter le temps, de faire en sorte qu'on puisse revenir à avant, qu'on puisse assister, par exemple, à sa propre conception, alors qu'on est déjà né. C'est absolument impossible. Donc, chaque discours fait lien social par sa structure. On a vu que ce sont des discours sans parole. C'est-à-dire que c'est une organisation qui place 4 termes que sont le S1, parce que le paradoxe quand même, c'est qu'il s'agit de saisir maintenant, c'est que le sujet n'est pas premier, le sujet divisé. C'est-à-dire que le sujet, c'est un effet du signifiant. Donc, il aura fallu au futur antérieur qu'il y ait eu un signifiant qui se sépare de la chaîne signifiante, ou la somme des signifiants, qui représente S2, le savoir. Il y en a un qui se sépare, et qui va justement inclure le sujet entre lui et le savoir. Et donc le sujet est un effet du signifiant. C'est ça la psychanalyse. Toute la psychanalyse repose là-dessus. Que le sujet, c'est pas le sujet de la philosophie, justement. C'est pas un sujet empirique, c'est pas un sujet plein, c'est pas un sujet grammatical, c'est un sujet qui est causé
par le signifiant. Alors, on a déjà l'équivoque signifiante avec cause. La cause en tant que... Il y a une cause et un effet, et la cause en tant que parole. Donc, pour essayer d'exemplifier ça, on peut imaginer... bon, il y a plusieurs exemples, on peut prendre des exemples primitifs, etc. Mais on va prendre un bébé, par exemple, qui est dans son berceau, et le visage de la mère passe, ou elle se penche vers lui, elle lui adresse une parole, quelque chose. Il y a un S1 qui sort là. Il y a un signifiant qui ne signifie rien, puisqu'il n'y a pas encore le langage. C'est-à-dire que le signifiant va accrocher le sujet dont le bébé est potentiellement porteur, c'est-à-dire en tant que bébé humain, il est conformé avec un bloc audio-vocal qui permet l'advenue de la parole, et donc, en tant que tel, il est convoqué, c'est le cas de le dire, par le langage, comme vocare, avec la voix. Donc, quelque chose va le signifier, quelque chose d'extérieur va le convoquer, le signifier, le convoquer en tant que sujet, donc le signifier en tant que sujet auprès d'autres signifiants que sont le S2. Le S2, c'est la somme des signifiants, le trésor des signifiants. Et ce S1 qui s'est extrait de là, c'est ce qui permet de lancer la possibilité de la dyade signifiante S1, S2. On verra, ça fonctionne tout le temps ensemble. Il y a un signifiant maître qui ne signifie rien par rapport à tous les autres signifiants qui vont signifier non pas quelque chose, ou oui, qui peuvent signifier quelque chose après. C'est là où on fait la différence justement entre le signe et le signifiant. Le signe, c'est quelque chose qui signifie quelque chose pour quelqu'un, alors que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. La psychanalyse, elle est de cet ordre-là. Donc ça veut dire que pour la psychanalyse, le langage n'est jamais quelque chose d'instrumental, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil dont on va se servir pour faire quelque chose et avec laquelle on a une distance de métalangage. Nous sommes causés par le signifiant, donc ça veut dire que le signifiant lui-même, le signifiant maître, on ne peut que s'y soumettre, puisque c'est de là que vient la notion même de sujet, subjectum. Nous sommes assujettis au signifiant. Donc, comment comprendre ça? C'est-à-dire que l'ensemble, on pose la question à Lacan dans Radiophonie, et on lui dit, eh bien, il y a plusieurs disciplines qui répondent de la notion de structure. Donc, l'ethnologie, la linguistique, la psychanalyse. Comment peut-on relier ces champs-là? Lacan dit que ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a que pour la psychanalyse que le signifiant est considéré comme causant le sujet. C'est-à-dire le sujet est un effet du signifiant. Pour les autres, ça reste malgré tout le langage une fonction instrumentale. C'est-à-dire que ça reste de l'ordre du signe. Le signe signifie quelque chose pour quelqu'un, alors que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Ce qui veut dire que en tant qu'analyste, un analyste qui écoute son analysant, il n'écoute pas des choses que lui dit son analysant s'adressant à lui comme quelqu'un. Il écoute la division subjective que porte son sujet par les énoncés qu'il produit. C'est-à-dire ce qu'il produit, c'est des signifiants. Donc ce qu'il écoute, c'est le signifiant. Il essaye de retrouver la chaîne signifiante. Il ne va pas rentrer, c'est l'histoire des cervelles fraîches, dans la réalité de ce que dit l'analysant. Il va être sur le signifiant parce qu'il n'entend pas des choses. On n'est pas dans la sémiotique, là. On n'est pas dans la fonction instrumentale du langage. Tout l'universitaire, c'est la fonction instrumentale du langage. Or, pour la psychanalyse, c'est là où la psychanalyse se met dans une sorte de concurrence avec la religion. C'est là où c'est spirituel. C'est-à-dire que le signifiant, c'est ce qui reste du dire, ou comme dit Lacan, du Dieu, puisque nous sommes causés par le signifiant. C'est une puissance, le signifiant. Alors, c'est une puissance, mais justement, le paradoxe, c'est que
par la plasticité du langage, l'équivoque signifiante que Lacan exprime comme le cristal de la langue, qu'il faut entendre comme un cristal, c'est multifacette. Et un cristal, c'est transparent, ça livre sa transparence. Donc par exemple, quand on dit le sujet naît, on peut entendre naît, N''EST, c'est-à-dire qu'il n'est pas. S'il n'est pas, c'est qu'il est sans être, etc. Mais on peut entendre naître aussi, au présent, à la troisième personne. Il naît. Et donc ça, c'est du cristal de la langue. C'est-à-dire que c'est justement les jeux de mots lacaniens, là, dont tout le monde fait les gorges chaudes, en fait, c'est pas du tout l'almanach Vermont. C'est juste la manière dont la langue elle-même a répertorié toute une série d'équivoques qui permet de se repérer dans la structure. Car nous n'avons rien d'autre à faire que nous repérer dans la structure. Et donc, l'analyse véritable, ce n'est pas une analyse de contenu, ce n'est pas une herméneutique. C'est pouvoir se mettre dans une position en tant qu'analyste, d'entendre la division subjective qu'énonce l'analysant, qui lui croit qu'il énonce quelque chose, qu'il dit quelque chose à quelqu'un. Mais en vérité, il se parle de sa propre division. Et donc, le psychanalyste, lui, par l'interprétation, qui est une interprétation sur l'équivoque signifiante, va avoir pour fonction, au moment précis où ça peut se proposer, parce que l'inconscient n'est pas tout le temps ouvert. L'inconscient, c'est quelque chose qui s'ouvre et se ferme, qui bat comme un cœur, mais de manière moins régulière. Donc, en écoutant avec son inconscient, il va permettre d'entrer dans la chaîne signifiante et de proposer un déraillement de cette chaîne signifiante pour que petit à petit, et c'est là où c'est long, l'analyse, ça peut être long parce que c'est le temps de l'inconscient, c'est pas le psychanalyste qui décide de ça, c'est l'inconscient de l'analysant qui décide de ça, de son temps pour se rendre compte, en fait, que ce qu'il exprime, ce n'est pas, il ne dit pas quelque chose à quelqu'un, il est en train d'exprimer sa division subjective. Et donc il s'agit petit à petit qu'il entende que c'est sa division subjective et qu'il est le jeu des signifiants. Et on devient, disons, libre, entre guillemets, on a du mal à employer ce mot-là en psychanalyse, bien sûr, quand on voit la somme des déterminations, mais la liberté que l'on peut conquérir dans la psychanalyse, c'est après avoir réécrit son passé. Donc réécrit son passé, ça ne veut pas dire faire en sorte que ce qui a déjà eu lieu n'ait pas lieu. On n'est pas dans un film de science-fiction, on n'est pas dans les machines à remonter le temps de Wells. On est dans la possibilité que de dire autrement ce qui s'est passé auparavant. Et en le disant autrement, en fait, on fait dérailler la chaîne signifiante, ce qui a des effets sur le positionnement du sujet, et ce faisant, ça a un effet de sujet. Et nous avons changé le passé, là, parce que le passé, c'est juste des mots que nous avons placés, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et que nous avons figé les virtualités du passé, qui étaient dans une dynamique avec plusieurs virtualités, on les a fait signifier quelque chose, au lieu de les laisser signifier le sujet pour un autre signifiant. Donc, on est vraiment dans la psychanalyse quand on passe du signe au signifiant. Et le signifiant, ce n'est rien de mystérieux. Hein. C'est juste que ça demande d'y être allé soi-même pour bien saisir ce dont il est question. Le signifiant, à l'origine, Lacan fait remonter ça aux stoïciens, mais comme il dit lui-même, bon, à quoi ça leur a servi? À quoi ça nous a servi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas eu de suite. Hein. Mais par contre, avec Saussure, parce que c'est une des premières questions qu'on lui pose dans Radiophonie, donc c'est la parenté du génie de Freud et de Saussure, etc., qui fera les gorges chaudes encore des universités, etc. C'est pas ça qui compte, il dit Lacan. Ce qui compte, c'est que ce soit la linguistique elle-même, la naissance de la linguistique, elle ne peut avoir lieu qu'une fois que l'inconscient se révèle. C'est-à-dire a été inventé. Hein, c'est une invention, il dit Lacan, l'invention par Freud de l'inconscient. Donc il dit, l'inconscient
est la condition de la linguistique, le langage est la condition de l'inconscient. Et là, les universitaires tout de suite se trompent et ils lui font dire justement que l'inconscient est la condition du langage. Mais pas du tout. C'est le langage qui est la condition de l'inconscient. Et la linguistique elle-même vient après l'inconscient. Donc l'inconscient est la condition de la linguistique. Donc il raconte aussi qu'avec l'acting out, etc., tout le monde inverse. Dès qu'on est dans le discours universitaire, on commence à raconter des conneries. Parce qu'on n'y est pas soi-même, on ne met pas son énonciation dedans. Donc, alors ça paraît très rationnel, les gens se prennent vraiment tous pour des cadors, les universitaires, il n'y a qu'à les voir, pérorer, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas leur énonciation là-dedans. Ils ne font que réciter des énoncés. L'énonciation, c'est la vérité. La vérité, en tant que petite sœur du réel, vient saper les savoirs. Donc, lui, Lacan, il essaye de faire passer ça. Alors, évidemment, c'est pas que c'est complexe, c'est que ça ne peut se comprendre qu'à certaines conditions. Voilà. La condition de comprendre ça, c'est d'y aller soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de nager dans l'océan en étant sur YouTube. Et il faut aller nager dans l'océan pour savoir ce que c'est que nager. Pour apprendre à nager, il faut se jeter à l'eau à un moment. Voilà, on peut pas apprendre la psychanalyse sans faire une psychanalyse. Ça, c'est clair. C'est-à-dire sans se mettre soi-même dans la condition de dissociation, et puis après, ça va être donc la destitution subjective, de concevoir que nous ne parlons pas seulement de choses. Hein, on active par des signifiants notre propre division subjective. Donc, de ce fait-là, le S1, qui est en haut à gauche dans le discours du maître, va fonder par l'identification du maître à ce signifiant-là le premier discours. Ça, on l'a vu la dernière fois. Donc, l'éthique du discours du maître, c'est facile, c'est que tout aille bien. Donc, il faut se plier à l'autorité. Voilà. Le maître a la responsabilité, dans un combat, par exemple, c'est lui qui a la responsabilité de gagner la bataille. Il dit, toi, tu vas te mettre là, tu vas faire ça, toi, tu fais ça. L'éthique, c'est de faire ce qui est dit, parce que le maître lui-même, le prix, c'est qu'il va être le premier au combat. Hein, c'est pas comme aujourd'hui, où les généraux sont dans des salles, alors que les fantassins vont se faire décimer sur les rafales. C'est-à-dire qu'à l'origine, vous voyez Braveheart de Mel Gibson, par exemple, bon, ben, le capitaine, c'est lui qui charge en premier. Hein. Donc, s'il est le capitaine, il est le signifiant maître qui vient dire aux autres signifiants, et d'une certaine manière, ben, l'éthique, là, c'est que ça aille bien, c'est qu'on gagne la bataille. Donc, il faut se plier à ça. Donc, ça, c'est le discours du maître. Hein. Le discours du maître, c'est que les choses se passent correctement. Bon. Le discours de l'hystérique, son éthique, évidemment, ça ne peut pas être la même chose que l'éthique du maître. Hein. Mais elle s'adresse au maître en tant que sujet divisé dont le corps est passé sous la barre, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas que son corps soit récupéré pour la jouissance du maître, justement. Elle s'adresse au maître et l'éthique, ou ce qui fait lien social, est toujours fonction de l'impuissance qu'il y a à passer, parce que il faut dissocier et distinguer l'impuissance et l'impossibilité. Il y a une impuissance à passer de en bas à droite à en bas à gauche, qui doit être transmutée en impossibilité de le dire. Ce en quoi, justement, le passé peut être changé. Parce que c'est du dire, c'est de l'ordre du signifiant. Et comme on le sait, depuis le graphe du désir de Lacan, il y a un écart entre le début et le sens. C'est-à-dire le sens vient après coup, parce que le signifiant a une performativité rétroactive, ce qui veut dire très simplement que, par exemple, quand vous voyez un tas, ben c'est déjà un tas.
Vous n'arriverez jamais à cerner le moment où, de quelque chose d'informe, vous pouvez dire c'est un tas. Le tas vient toujours, le mot tas vient toujours après coup, par exemple. Voilà. C'est que c'est déjà dans le réel un tas pour qu'on puisse le dire. Donc la performativité rétroactive du signifiant fait que, dans la psychanalyse, effectivement, eh bien, on peut changer le passé. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est arrivé comme une fixation sur un signifié d'une situation qui a chuté dans le réel. Donc la virtualité de cette situation qui était portée par des signifiants peut être remise en cause et réouverte, et il suffit de le dire différemment pour qu'il y ait une incidence sur la position du sujet actuel qui était déjà sujet à l'époque. Et donc d'avoir un effet de sujet qui va changer quelque chose dans la vie, parce qu'il y a une détermination qui saute. Et donc, de cette manière-là, je reviens à ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la liberté, j'ai commencé à dire qu'est-ce que c'est qu'être libre, etc., c'est de connaître ses propres déterminants. Une fois qu'on a remonté, qu'on a fait une analyse et qu'on est allé jusqu'à connaître ses propres déterminants, alors à ce moment-là, il y a une forme, disons, de savoir-faire avec, comme dit Lacan, aussi bien avec les noms du père qu'avec le réel, c'est-à-dire c'est faire avec. Et faire avec, ça donne notre espace de liberté. Ce n'est pas une liberté tous azimuts, c'est une liberté sous contrainte. C'est la liberté déjà pour les Grecs, elle ne pouvait pas se concevoir sans la nécessité. C'est ananké, c'est nécessaire, il y a quelque chose de nécessaire qui ne cesse pas. Et Lacan joue là-dessus avec l'équivoque signifiante, justement le cristal de la langue. Nécessaire, c'est ne cesse pas de s'écrire. Nous sommes déjà embarqués, il y a quelque chose de nécessaire à l'œuvre, etc. Donc notre liberté, elle est fonction de cette nécessité. Ce n'est pas une liberté comme ça, abstraite, indépendamment de toute détermination. Et donc c'est en fonction de connaître ces déterminations que la liberté joue. Puisque là, on a la possibilité de réduire la jouissance, d'être moins, comment dire, comme dit Lacan, purifier ses passions. Vous savez qu'il y a 3 passions. Donc l'amour, la haine et l'ignorance. Et le fait de pouvoir purifier ces passions, c'est réduire l'emprise à la jouissance. Une jouissance qui va nous accabler, une jouissance ruineuse, qui est celle qui va nous figer dans certaines situations subjectives qui se répètent et qui vont revenir justement parce qu'elles n'ont pas été travaillées. Donc l'hystérique, ça va être la première à remettre en cause ça dans le discours. Donc l'éthique de l'hystérique, justement, ce passage impossible qu'il y a entre S2 et A, donc qui est l'impuissance de S2, du savoir, à revenir vers le A, vers le corps en tant qu'objet petit a, corps de jouissance, c'est vraiment typiquement, pour le comprendre, c'est le mythe d'Antigone. C'est-à-dire que Hegel, c'est le premier qui dit, attention, Antigone, elle n'a pas tort quand même. C'est pas d'un côté l'archaïsme religieux ou maternel ou matriciel et de l'autre la cité. Non, non. Créon a raison en tant que maître de suivre son éthique, mais Antigone a raison aussi. C'est-à-dire que le corps, là, n'appartient pas à la cité. Le corps, là, doit revenir à ses origines, c'est-à-dire à la famille, à quelque chose de plus ancien, de plus obscur, etc. Et donc l'éthique, là, de l'hystérique, c'est d'accepter qu'il y ait justement une logique du discours du maître et une logique du discours de l'hystérique, c'est-à-dire que le maître lui-même est un imbécile, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il est identifié au signifiant, il ne sait pas qu'il est lui-même le je du signifiant, et là on peut écrire je, J-E ou J-E-U, parce que le sujet lui-même a été fondé par le signifiant maître. Donc voilà pour l'éthique de l'hystérique. Alors l'éthique de l'universitaire, c'est un peu plus, enfin, je ne dirais pas tendancieux, mais c'est moins puissant, parce que c'est plutôt que d'arriver à résoudre l'impasse du maître, comme le fait l'hystérique, en questionnant directement l'identification du maître avec le signifiant maître, et en disant « moi je ne m'identifie pas à mon corps », et je revendique et je provoque parce que tu n'es pas le signifiant maître, tu es juste celui qui s'identifie avec. Donc le discours universitaire, lui, il va essayer de traiter le petit a. Parce que vous vous souvenez que dans le
discours du maître, ce qui est à la perte, c'est-à-dire le plus de jouir, c'est ce qui ne peut pas être pris dans le réseau symbolique par le langage, et donc ce petit A-là, qui est le plus de jouir, mais qu'on appelle plus de jouir, parce que c'est aussi bien le plus que le plus de jouir, il n'y a plus de jouir parce que nous sommes castrés, et ce manque de jouir provoque un excès de jouissance. Une aspiration à la jouissance, c'est qu'il y a toujours un plus de jouir. Donc la jouissance est toujours excessive, c'est quelque chose en plus. Et donc ce petit A-là, qui est irréductible au langage, on ne peut pas en parler, c'est comme dit Lacan, c'est le seul objet qui n'a pas d'image. Hein, c'est-à-dire que dont on ne peut pas se faire la moindre idée. Idée, en grec, c'est aussi image. Mais c'est une image pas au sens aujourd'hui où on l'entend, c'est pas les images sur Internet, c'est en tant qu'une idée, c'est quelque chose c'est une image qui contient sa propre essentialité. Par exemple, l'image du chat, ou l'idée, tout le monde aime les chats, l'idée du chat est déjà contenue dans sa forme de chat. C'est-à-dire sa souplesse, sa manière de se mouvoir, la forme de ses yeux, sa taille, le fait qu'il soit identifié lui-même à un monde d'images, il vit dans un monde d'images, tout ça est contenu dans la forme même. Donc l'objet petit a, par exemple, c'est un objet dont on ne peut pas se faire d'idée, justement. C'est une abstraction, parce que c'est un bout de langage qui est perdu, qui s'est égaré dans le monde des objets. Mais c'est un bout de langage, donc on ne peut pas l'identifier. C'est celui qui va modifier comme un bout de trame toutes les images qu'on peut se faire, qui va provoquer le désir ou le dégoût, etc. Donc, ce petit A qui est irréductible, l'universitaire, lui, qui est l'esclave au départ, on le rappelle hein, quand même, hein, c'est-à-dire qu'en face du maître, il y a l'esclave. Donc l'esclave, lui, son problème, c'est que il s'est couché face au maître. Le maître a osé risquer sa vie dans une lutte de pur prestige, comme dit Hegel. Il ne faut pas s'imaginer des combats de gladiateurs ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une lutte à mort de pur prestige. Donc le pur prestige, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui transcende la petite existence, là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne cède pas, par exemple, sur les mots, sur sa position, etc., quoi qu'il en soit. Et l'esclave, lui, il va céder, parce qu'il va se dire, en fait, il va sentir qu'il va pouvoir instrumentaliser le maître. C'est-à-dire, tant qu'il pense qu'il peut ruser avec le maître, il va être attaché résolument au maître, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc il reste dans sa condition d'esclave. On n'oublie pas que l'universitaire, c'est au départ quand même un esclave. Parce que c'est quand même une morale d'esclave, hein, l'universitaire. Donc il va essayer de réduire le petit a en l'astudant, comme dit Lacan. Donc lui, il se met pas un S1, hein, puisque le S1 est refoulé, il est sous la barre. Il se met un S2, et ce S2-là, l'agent, mais l'agent, ce n'est pas celui qui agit, c'est celui qui est agi, comme dit Lacan. Il ne faut pas oublier cette duplicité-là de l'agent. L'agent, ce n'est pas forcément l'opérateur initial, hein. C'est celui qui agit en tant qu'il est lui-même agi, parce qu'il est agi par le S1, mais n'en voulant rien savoir, puisque évidemment il est sous la barre, lui il est agi, et donc il va appliquer le savoir, il va dire je vais traiter que le petit a. Donc je vais le bourrer de savoir et lui apprendre toutes les règles du savoir. Et l'éthique universitaire, elle est là, c'est-à-dire qu'on en reste au savoir, à la rationalité, etc. Et évidemment, ce qui passe, ce qui va être produit, qui ne peut pas être, qui ne peut pas rentrer dans les grilles du savoir, ben c'est le sujet divisé. Puisqu'on vient de le voir. Comme c'est un effet du S1, là, dans le S2, on est dans la sémiotique. On est dans des objets de savoir, donc des signes. Les signes, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un. Donc là, l'astudé, comme dit Lacan, et le A est en même temps privatif, c'est-à-dire c'est quelque chose de brut, qui est sans étude, etc. Et c'est quelque chose qui a un rapport avec l'objet petit a aussi. Et puis celui qui est astudé, c'est-à-dire qu'on va former, donc le discours universitaire va lui donner un ensemble de connaissances. Donc il y a des gens qui vont devenir des vrais puits de science.
Sauf que, évidemment, comme dans tous les discours, il y a quelque chose qui échappe, et là, ce qui échappe, c'est le sujet divisé, mais là, on vient de voir pourquoi, hein, parce que le sujet divisé ne rentre pas là-dedans. Il ne peut pas rentrer parce que ce n'est pas une sémiotique. Il faut rentrer dans la psychanalyse, là. C'est pour ça que la psychanalyse à l'université, c'est une pure aberration, puisque nous sommes dans des discours qui sont antagonistes. Alors Lacan n'arrête pas de le dire, hein, que ce soit dans l'envers de la psychanalyse, où il raconte la thèse qui est faite, où il se gausse de la suffisance universitaire dans Radiophonie de ceux qui, justement, confondent la condition, que le langage soit la condition de l'inconscient et que l'inconscient soit la condition de la linguistique sont totalement inversés. L'acting out, pareil, etc., par des gens qui veulent se faire valoir, parce que le problème de l'université, c'est de se faire reconnaître comme. C'est-à-dire l'université, c'est pas seulement le savoir, c'est aussi l'enjeu de reconnaissance, d'être reconnu soi-même comme un universitaire. Donc il y a un énorme enjeu de reconnaissance qui permet toutes les bassesses, hein, de citer des gens qu'on n'aime pas, etc., de serrer des mains, comme dirait Flaubert, de serrer des mains à des gens qu'on ne voudrait même pas comme domestiques. Eh bien, c'est ce qu'on fait tout le temps à l'université. Mais l'éthique, au départ, justement, c'est de concevoir, malgré tout, qu'il y a ce sujet comme rebut, c'est-à-dire déchet qui chute, et là, à ce moment-là, un vrai scientifique, puisque l'université est censée au départ donc résumer le travail de recherche et de science, bien lui, il n'est jamais sûr de rien, il doute. Ben oui, puisqu'il sait qu'il y a, et puis il y a toujours des epsilons dans toutes les équations mathématiques. Alors ça n'empêche pas un avion de décoller, ou une fusée d'aller dans l'espace, qu'il y ait des epsilons, puisque ça marche quand même. Mais il sait qu'il y a un epsilon. Quand on fabrique une fusée, que vous avez des tas de savants qui sont là, etc., vous allez voir, vous regardez partout, ils sont tous au moment du décollage devant un écran et se demander si elle va vraiment décoller, si elle va suivre sa trajectoire. Parce que ça peut ne pas la suivre. Donc il y a toujours un doute qui est lié au fait qu'un vrai universitaire, eh bien, il ne peut pas, dans l'éthique de l'universitaire, du discours universitaire, il y a la possibilité d'entrevoir qu'il y aurait du discours hystérique. Donc au départ, la science, elle est du discours de l'hystérique. Toute cette science-là, en fait, comme elle est futile, comme dit Lacan, elle fuit de toutes parts. C'est-à-dire ce qui est valable maintenant ne va plus être valable dans 10 ans, etc. Moi, je vais trouver ce qui ne va pas et je vais essayer de résoudre le problème. Donc, il faut être dans une dimension hystérique pour remettre en cause le savoir. Donc, par la vérité de l'hystérique, la petite sœur de la jouissance, on remet en cause le savoir et on érode le savoir. C'est un hystérique aussi qui est capable de se mettre vraiment en position de maître, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il engage sa responsabilité quand il parle. Enfin, c'est pas forcément la position du maître. La position du maître, c'est de se mettre à mort lui-même, hein, d'aller jusqu'à la mort. Mais par contre, il engage sa responsabilité intégralement. C'est plus beaucoup aujourd'hui. Non, bah aujourd'hui, il y a les discours ultra dominants, ce sont le discours capitaliste et le discours universitaire qui lui-même est perverti encore plus par le discours capitaliste, parce que, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les universitaires font les gros savants, etc., comme s'ils étaient indépendants et qu'ils construisent leur recherche, etc., mais ils vont dans les labos où il y a de l'argent pour la recherche. Et l'argent pour la recherche, c'est l'infirmètre qui est en dessous, c'est-à-dire que ça sert quand même certains intérêts. C'est pas des recherches qui ne permettent pas de gagner de l'argent, parce qu'il y a des tas de choses, par exemple, qui peuvent être faites aujourd'hui, qui pourraient être faites pour des tas de populations, mais du moment que ça ne rapporte pas de l'argent à plein de monde, ben, il n'y a pas de secteur de recherche, et donc eux, ils font comme si, ben non, c'est des gens sérieux, ils font des recherches, etc. Ils ne veulent pas savoir. Voilà, l'universitaire ne veut pas savoir le S1 sous la barre. Voilà. Alors que la véritable éthique, je le répète, c'est que, comme on ne peut pas passer du sujet barré sous la barre, donc qui est la résultante de S2 à A,
on ne peut pas passer non plus du sujet barré au S1, parce que là, il y a une impuissance totale à remonter vers le S1. Et quelque part, même s'il ne peut pas le formuler, parce que l'éthique du discours analytique, c'est de permettre la formulation de tout ça. C'est-à-dire que le dernier arrivé, le discours analytique, permet de rendre compte du fonctionnement de ces discours qui sont, comme le dit Lacan, des discours sans parole. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin que des gens parlent. Ce sont des places qui sont assignées et vous trouvez, vous, plus ou moins, à une de ces places-là. Alors évidemment, il y a des exceptions, c'est-à-dire c'est ce que Lacan appelle les canailles, qui ne veulent jouer le jeu d'aucun discours. Alors là, évidemment, une canaille qui arrive en psychanalyse, ben, ça arrive, hein, eh bien, il devient bête, comme dit Lacan, ce qui est déjà un progrès. Par rapport à une canaille. Donc, on n'a pas besoin de citer de nom, hein, on voit beaucoup de gens comme ça dans les médias. Donc, voilà, vous avez cette dimension-là de l'éthique des discours qui, en étant ramenée au discours de l'analyste, qui est le dernier arrivé, mais ça ne lui donne pas une supériorité, mais ça permet, par le dispositif, alors, en dehors du fait d'éclairer les autres discours et de montrer comment ils fonctionnent, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est de créer un lien social à deux, qui est l'origine du lien social. C'est-à-dire qui est la possibilité, plutôt que l'origine, qui est la possibilité originelle du lien social. C'est-à-dire deux qui soient vraiment deux. C'est-à-dire l'analyste et l'analysant. Parce que l'analyste, lui, accepte de jouer le rôle. L'analysant aussi, parce qu'il vient en cure. Et il paye pour sa cure. Il sait qu'il est en train de construire quelque chose, il paye pour sa cure. Il paye pour sa libération possible, là. Quelqu'un qui joue correctement le jeu, qui connaît le dispositif, et qui va faire en sorte, justement, que l'analysant puisse récupérer l'intégralité de sa mise, c'est-à-dire qu'il va désaliéner son sujet. C'est le seul discours où il n'y a pas de plus-value, justement. Tous les discours où il y a une plus-value, c'est le seul discours où il n'y a pas de plus-value. Parce que c'est un lien social à deux, et quand l'analysant arrive à se libérer de son analyste, eh bien, il continue à faire couple, mais cette fois avec le couple analysant-analyste. C'est-à-dire qu'il continue à travailler justement sur le fait d'être un effet du signifiant, et non pas juste des gens qui parlent de choses à d'autres gens. Donc chacun ne parle que de sa propre division subjective. C'est en ça que la psychanalyse est hyper subversive et que, en fait, elle n'est pas très populaire, parce que ce qui est populaire, c'est la mauvaise psychanalyse, c'est la fausse psychanalyse, c'est cette espèce de psychologie qui emploie du jargon, etc., qui a des jugements de valeur sur tout, etc. Non, la psychanalyse authentique, elle demande une sorte de retrait du monde qui n'est pas un désintérêt, mais qui est une manière d'y entrer autrement et avec sa propre responsabilité subjective radicalement induite par la volonté de servir le discours analytique. C'est-à-dire d'être au service du discours analytique, c'est accepter de n'être rien. C'est pour ça que Lacan disait il faut être un saint pour ça. Et c'est ne pas y arriver moi-même que j'essaye de faire en sorte qu'il y en ait le plus possible. Quand Lacan dit la bêtise cultivée qui inscrit le langage au registre de la communication. La bêtise cultivée qui inscrit le langage au registre de la communication. C'est typiquement le discours universitaire. C'est la linguistique. C'est pour ça que Lacan disait « moi je fais de la linguisterie ». Parce qu'il ne se reconnaissait pas dans la linguistique qui objective le langage, comme si c'était un instrument. Et aujourd'hui on est en plein là-dedans, puisque le discours capitaliste, s'il n'a pas d'éthique et s'il ne fait pas le lien social, c'est parce qu'il y a cette inversion où le sujet, au lieu d'être un effet du signifiant, il s'imagine dominer le signifiant. Donc il nomme les choses. Hein, il nomme, je sais pas, il change les noms des choses. Alors il y a des sketchs dessus. Là, il y a certains Franck Lepage qui fait des sketchs qui expliquent qu'avant on disait les choses comme ça, maintenant on les dit comme ça. Il y a des tas d'exemples là-dessus qui font que c'est la novlangue d'Orwell, c'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui, par exemple, les trottinettes à Paris, c'est
la mobilité fluide écologique. Alors que c'est juste ridicule. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas écologique parce que c'est des camions diesel qui viennent les récupérer tous les soirs, qu'on en trouve plein dans la Seine. En plus, c'est dangereux parce qu'il y a des gens de 40 ans qui roulent à fond sur les trottoirs et qui renversent des enfants. Et là, il y a un pianiste qui s'est fait renverser, qui ne pourra plus jouer du piano. C'est l'incivilité qu'on rencontre tout le temps, etc. Et ça n'a strictement aucun intérêt. Et c'est même ridicule, on l'a déjà vu la dernière fois. Mais par exemple, de le nommer comme ça, c'est penser qu'en disant des mots, on crée des choses. Et donc ça, c'est l'inversion du discours capitaliste entre le signifiant et le sujet. Et donc forcément, la bêtise cultivée, là, on l'a en plein, hein, on ne peut pas y échapper, là. Parce que justement, le langage n'est qu'une fonction instrumentale. C'est-à-dire, je ne suis pas déterminé par le signifiant. Moi, je nomme les choses. On va dire que c'est de la mobilité fluide écologique, la trottinette. Alors qu'on peut très bien dire c'est une régression infantile et affairiste qui est totalement ridicule et qui normalement devrait faire sauter aux yeux que toutes les promesses qui sont faites sur la technologie sont du pur pipeau, comme l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Il y a aussi, on avait évoqué la dernière fois, la relation de subordination qui existe entre la gauche et la droite dans la théorie des discours. Oui. Pour chaque discours, donc cette flèche-là qui va de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Ouais. Et donc celle de la gauche vers la droite, ça veut dire qu'il y a une relation de subordination donc à chaque fois entre les cas bidules. Oui. Entre l'agent, mais qui est agi lui-même, hein, puisque chaque fois il y a quelque chose en dessous. Donc l'agent, c'est pas seulement c'est celui qui agit, mais celui qui aussi est agi vers quelque chose ou vers l'autre, hein, qui est dont le nom change, mais qui est à l'autre place et qui lui est subordonné, comme l'esclave est subordonné au maître. Voilà, justement, est-ce à dire donc, puisqu'il y a cette flèche-là, elle existe dans les 4 discours, sauf dans le discours capitaliste, mais dans les 4 discours, les 4 vrais discours, est-ce que ça veut dire en définitive qu'il y a toujours du maître et de l'esclave dans chaque discours? Mais pas au sens premier hegelien, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui se soumet à quelque chose d'autre. Mais in fine, de toute façon, nous sommes toujours, en tant que sujet, soumis, puisque sujet et l'assujettissement portent dans son essence, dans son étymologie même, la fonction d'être en dessous. Hein? Subjectum ou upo, si on est grec, ou Pokémon, ça veut dire en dessous. Donc on est en dessous, c'est qu'on est soumis, on n'est pas au-dessus. Hein. Donc on est soumis au signifiant. Alors après, on peut se masquer le fait d'être soumis au signifiant et croire qu'on ne l'est pas. Et là, on va trouver d'autres choses qui vont nous soumettre et qu'on va dénier tout autant. Mais en fait, autant retourner à l'aliénation primitive. On est soumis au signifiant dans le discours du maître et dans le discours universitaire, puisqu'ils sont... le S1 et le S2 sont respectivement à la place du semblant, mais dans le discours hystérique et dans le discours de l'analyste, à la place de l'agent, on a S barré pour l'hystérique. Donc c'est... Oui, mais le S barré lui-même est une fonction du signifiant. C'est-à-dire que là, on est dans des discours seconds. Donc il n'y a que dans le discours de l'analyste où c'est l'objet petit a. Mais qui est le reste, parce qu'il s'identifie au reste. Mais ça veut dire qu'il y a eu d'autres discours avant. C'est-à-dire on peut arriver au discours de l'hystérique que parce qu'il y aurait eu un discours du maître, on peut arriver au discours de l'esclave que parce qu'il y a eu un discours du maître, et on arrive au discours de l'analyste que parce qu'il y a eu aussi le discours du maître et les 2 autres discours. C'est-à-dire que ce sont des discours seconds, ce qui fait le premier discours, le seul par lequel ça s'enclenche et par lequel justement s'opère la castration, c'est le discours du maître. C'est pour ça que le discours du maître est premier et inévitable. Donc le fait qu'il est inévitable, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une soumission, mais ce n'est pas la même chose d'être soumis à un petit chef, par exemple, ou à des circonstances, que de décider de n'être soumis qu'à Dieu, par exemple. Ça a fait son aliénation, en fait. Oui, mais c'est Dieu au départ, je pense que
de dire que, comme Jeanne d'Arc, quand elle dit « Dieu premier servi », que ça lui coûte le bûcher, parce qu'à l'évêque Cochon, là, qui instruit son procès pour l'Inquisition, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se soumettre à des petits chefs. Donc elle choisit un signifiant pour elle, maître, auquel elle se soumet, et ça lui permet justement d'échapper à la soumission au petit chef, par exemple. Mais il y a toujours une soumission. L'essentialité de Dieu, le fait que ce soit une sorte d'abstraction, c'est aussi une possibilité de construire sa liberté et de ne pas se soumettre justement à des petites autorités qui sont là à tous les coins de rue. Hein. Vous avez toujours des gens qui veulent prendre le dessus sur vous. Mais ça, évidemment, là où c'est le mieux organisé, c'est dans le discours universitaire. Parce que là, ça fait partie du truc, quoi. C'est-à-dire que vous allez pour vous faire instruire, vous faire éduquer. Pas vraiment une question, c'est pas une phrase de Lacan que j'ai notée hier en écoutant Radiophonique, que je trouve simple mais très belle, et peut-être tu pouvais... En fait, tu sais, sur la distinction qu'il faut bien faire en fait entre le signe, le sens et la signification. Donc tout ce qui relève du cristal de la langue. Et il dit aucune signification ne sera tenue désormais pour aller de soi. Donc là on est dans le discours de l'analyste et c'est comme ça qu'on termine son analyse, si on peut parler de fin de l'analyse. C'est quand on accepte. C'est exactement ça. Il n'y a pas de signification. Il n'y a pas de signification. Qui va de soi. Il n'y a que du sens. Il n'y a pas de signification qui va de soi. On s'en tient au sens. Le sens, c'est une direction. Ça reste en suspens, le sens. Or, dès qu'on chute dans le signifié, on bloque le système et justement, on tombe là dans la sémiotique et on n'est plus dans la psychanalyse. On est dans le signe et on n'est plus dans le signifiant. Or, il s'agit de rester sur le plan de la chaîne signifiante qui tourne sur elle-même. Ce qui explique aussi la prosodie de Lacan. C'est-à-dire que lui, il fait en sorte, justement, de ne pas chuter dans la signification, ce en quoi il rejoint les saints qu'il a cités, c'est-à-dire Mensou et donc saint Thomas, mais surtout Balthazar Gracian, qui parlent des saints comme étant ceux qui ne chutent jamais dans la signification et qui restent en suspension sur le plan du sens. C'est-à-dire les signifiants, avant de signifier quelque chose, signifient pour un autre, c'est-à-dire pour le sujet lui-même. Donc, parce que c'est la différentialité absolue d'un signifiant avec un autre signifiant. Le signifiant s'adresse à un autre signifiant. Entre-temps, vient se glisser le sujet. Donc on l'a vu, mais la chaîne des signifiants fonctionne toute seule, de manière automatique. C'est ça l'automatone. Hein. Et donc nous sommes pris dans cet automatone. Alors, la psychanalyse permet de rendre compte de ça, mais la vraie, la psychanalyse freudienne et son développement lacanien, et ce en quoi, effectivement, ce n'est rien d'universitaire. Puisque quand on est à l'universitaire, on l'a vu dans le discours, on est dans la signification. Et dans le sens. Dans le sens. Voilà, on est dans le sens, mais on est dans le fait de boucher tous les trous, justement. Ouais. L'apparition de la théorie des discours traduit la manière sublime dont Lacan aura lu Hegel. La dialectique du maître et de l'esclave, lutte à mort de pur prestige, et le mot comme meurtre de la chose, que l'on peut orthographier la chose L', sont concomitantes de l'apparition de l'ordre symbolique, le semblant, par le truchement du signifiant maître, S1, qui a pour effet d'activer le sujet. Pas au sens où il deviendrait actif, mais au contraire d'assumer intégralement sa passivité radicale, d'être toujours représenté par un signifiant, S1, pour un autre signifiant, S2, qui ne le représente pas. Pris du côté des signifiants qui font chaîne, le savoir. Le savoir ne vient jamais à bout de la vérité, qui est du côté du mythe, le mythe dire de la vérité, dont Freud lui-même a besoin de trouver confirmation chez Céline, lecteur attentif du rêve d'Osée,
pour soutenir la thèse que Moïse a été assassiné, le mot « père » n'entrant en fonction ou fiction symbolique qu'à partir du meurtre de la chose. Pour la psychanalyse, qui invente la fonction paternelle, le père, qui n'est pas à confondre avec le géniteur, est toujours déjà mort.